Dans cette série de 10 vidéos, on a parlé de politique, d'histoire, d'économie, de féminisme, de critique du développement. Tout ça avec des points de vue africains. Mais il manque encore un sujet important à aborder, l'écologie. C'est un enjeu majeur du continent africain qui est trop souvent utilisé par le reste du monde pour faire des leçons de morale sur la manière de bien traiter notre planète commune. Alors, une écologie pensée par des Africains et adaptée aux enjeux du continent, ça donne quoi ? Pour le découvrir, nous sommes partis à la rencontre de Mariama Diallo. Je ne vous en dis pas plus. Générique. Bonjour Mariama Diallo. Bonjour Mariamta. Vous êtes docteure en anthropologie politique et militante écologiste. Vous avez notamment fondé les camps climat au Sénégal qui ont eu lieu en 2017 et 2019 pour former et outiller la jeunesse sénégalaise aux enjeux climatiques. Vous êtes également engagée sur le terrain tout au long de l'année dans le cadre de vos fonctions au sein de l'ONG Nebedai qui travaille notamment dans la valorisation et la gestion participative des ressources naturelles avec des méthodes qui sont adaptées au mode de vie des populations locales. Alors pour commencer, sur la question de la formation de la jeunesse, est-ce que vous pouvez revenir sur votre première initiative, nous expliquer en quoi consistent les camps climat, pourquoi vous avez développé ce dispositif au Sénégal, dans quel but et avec quels objectifs ? On a commencé à avoir cette réflexion-là à la fin des années 2016. On venait d'organiser un festival des alternatives au changement climatique à Dakar, dont le but était justement de montrer à la population locale que les alternatives concrètes pour lutter contre les changements climatiques existent. Elles sont tout autour de nous. Il faut tout simplement avoir accès à ces alternatives, se les réapproprier. Et donc, en organisant ce festival-là, on avait mobilisé près de 200 bénévoles, 200 jeunes, vraiment âgés de 18 à 35 ans et plus. Et on s'est rendu compte que l'envie d'agir était là. Les gens étaient engagés, ils étaient motivés, ils voulaient faire vraiment quelque chose pour faire avancer cette cause climatique-là. Mais en même temps, il y avait de vrais problèmes en fait de connaissances, de compétences, notamment à la fois sur la question des changements climatiques. C'est quoi concrètement les changements climatiques? Quelles sont les politiques internationales qu'ils ont mises en place justement pour endiguer ce phénomène-là? Quelles sont les alternatives qui existent? Donc l'envie d'agir était là, mais sauf que la connaissance manquait. Donc on s'est dit que ce serait bien de réfléchir à comment former ces jeunes-là, comment les outiller davantage, mais on ne voulait pas le faire dans des formats classiques de formation du lundi au vendredi, dans une salle fermée, climatisée, au cœur de Dakar. On voulait vraiment innover, on voulait que ça soit une expérience de formation qui puisse marquer ces jeunes-là et qui puisse aussi les permettre d'agir à la sortie de ces formations-là. Donc on a imaginé les camps climat et donc le premier objectif c'était justement de pouvoir former les jeunes aux enjeux théoriques des changements climatiques mais également aux alternatives qui existaient concrètement sur le terrain. Je pense à l'agriculture saine et durable, aux énergies, aux alternatives énergétiques, etc. Donc autant de solutions que les jeunes ne connaissaient pas forcément et le fait d'organiser un camp de formation leur permettrait de pouvoir les découvrir, pas seulement de pouvoir les découvrir, mais de voir aussi concrètement comment ça se passe pour qu'à la sortie de ce camp-là, qu'ils puissent eux-mêmes expérimenter ces alternatives. L'autre objectif de ce camp-là, c'était aussi de rompre un peu, on va dire, avec les méthodes militantes qui sont expérimentées depuis des dizaines d'années. Je pense que en tout cas, on était nombreux à penser que ces méthodes-là sont en train de s'essouffler, la marche, les grèves, etc. Effectivement, c'était très pertinent peut-être à une époque, mais aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux,
à l'heure de la modernité, entre guillemets, on a également une population qui est extrêmement jeune. Peut-être que ces formes de militantisme-là ne leur parlent pas forcément. Et donc, on voulait innover, on voulait faire quelque chose, en fait, a priori, qui pourrait les attirer. Le choix du lieu était très, très important. Donc, on a choisi un lieu quand même qui est à la fois symbolique en termes de tourisme durable, qui est l'aire marine protégée du Bambou, et la première aire marine protégée du Sénégal, mais qui est aussi symbolique sur la question écologique, parce que les aires marines protégées sont aujourd'hui des alternatives de lutte contre les changements climatiques. Alors, les aires marines protégées, en fait, ce sont des îlots de protection qui, justement, contribuent à maintenir la biodiversité marine et côtière. Et donc, dans ce sens-là, ça permet, justement, de réduire l'exploitation excessive des ressources, notamment halieutiques. Et donc, par ce biais-là, aujourd'hui, les aires marines protégées sont considérés comme des outils nous permettant de réduire cette exploitation-là qui est faite des ressources halieutiques. Quand vous faites des comparaisons entre ces aires marines protégées-là et les autres eaux où l'exploitation est permise, vous voyez complètement la différence en termes de taille des ressources halieutiques, mais aussi en termes de peuplement, c'est-à-dire de quantité des ressources qui y sont. Le troisième objectif, c'était d'emmener les jeunes, en fait, à se former à travers le vécu, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout à fait vous dire, on vous forme à l'agriculture biologique, on vous forme à la gestion des déchets, mais si ça reste théorique, on va dire devant un écran, devant une personne qui vous sort un discours, c'est pas la même chose que quand vous mettez la main à la pâte, quand on vous dit, écoutez, aujourd'hui, nous allons voir comment recycler un sachet plastique, par exemple, en pavé que l'on peut utiliser dans les rues ou dans des maisons, etc. Et le fait d'avoir misé sur ces choses vraiment concrètes, ça a permis à ces jeunes-là de voir que c'était possible, en fait. C'est-à-dire que quand on parlait d'alternatives, quand on parlait de changement, c'était quelque chose qui était très, très lointain pour eux. C'était très abstrait. Et là, on leur permettait vraiment de vivre des choses concrètes, de pouvoir mettre la main à la pâte. Et ça change complètement le rapport qu'on peut avoir au changement. Ça change le rapport que l'on peut avoir aux alternatives. Et ça permet aussi une chose très importante, de voir que finalement, toutes ces alternatives-là qui sont proposées, elles ne sont pas ringardes, en fait. Elles nous laissent dans peut-être cette sorte de modernité dans laquelle nous voulons rester. Ça ne nous ramène pas dans le siècle précédent. Et ça, c'était extrêmement important parce qu'encore une fois, on s'adressait à un public jeune, à un public qui avait envie de voir de l'innovation, qui avait envie de voir des choses nouvelles. D'après vous, en fait, aujourd'hui, comment est-ce que quand on est sur le continent africain, dans une ville comme Dakar, confronté à un modèle de développement qui est très urbain, très dans la construction d'immeubles, de routes, d'autoroutes, vraiment dans la réplication la plus totale du modèle des sociétés occidentales industrialisées, alors qu'on est au XXIe siècle et on a bien conscience que ça ne va pas être possible de continuer dans ce sens-là. La question, ça devient comment est-ce qu'on réussit à renouer avec des modes de vie soutenables et des savoirs et des technologies un peu low-tech sans que ce soit vécu comme du retour en arrière. Au fond, ça pose la question de quelle est la modernité africaine alternative qu'on peut proposer et quelles sont les ressources dont on dispose pour l'inventer et surtout la mettre en œuvre. Et vous, donc, du coup, Mariama Diallo, avec votre expérience à la fois de chercheur et en même temps de militante de terrain, comment est-ce que vous répondez à cette question ? Alors, quand on parle de problématiques écologiques ou de solutions justement face à ces problématiques-là, on a l'impression que l'Afrique souvent est un terrain vierge où on n'a pas forcément de solution et que la plupart des choses qui sont proposées
nous viennent souvent, on va dire, des arènes, entre guillemets, des arènes internationales comme les COP, les conférences des partis, ou au niveau des institutions internationales ou des pays occidentaux. Et donc, finalement, comme le développement, comme ça a été le cas justement du développement, de la modernité, l'Afrique doit un peu suivre l'Occident dans ses différentes étapes pour accéder à une certaine croissance, pour accéder à un certain développement. Sur la question de l'écologie, on réplique à peu près le même modèle en fait. C'est finalement des solutions qui sont proposées, c'est des technologies, c'est des innovations, etc. qui nous viennent d'ailleurs et qu'on doit mettre en place pour, entre guillemets, pouvoir sauver le climat. Or, dans cette démarche-là, on oublie que l'Afrique a des potentialités. L'Afrique a déjà développé des solutions en matière de préservation de la biodiversité, en matière de développement socio-économique basé sur les écosystèmes, basé sur le respect de la nature, et ce depuis très très longtemps. J'ai souvent tendance à dire que des méthodes de protection de l'environnement en Afrique, elles sont ancrées même dans les pratiques culturelles, dans les pratiques cultuelles, et ça, bien avant les colonisations arabes, occidentales, etc. Et justement, de par ces différentes colonisations-là, nous avons perdu un peu ce rapport-là qu'on entretenait avec la nature. Et c'est ce rapport-là même qui nous permettait de nous inscrire finalement dans une démarche de protection de la nature, parce qu'il n'y avait pas une différence importante entre ce qui relève de la nature et ce qui relève de la culture. C'était vraiment en harmonie. Et donc, il y avait énormément de solutions, énormément de pratiques de vie, de pratiques culturelles qui permettaient de protéger la nature. Donc, finalement, avec ces deux colonisations-là, il y a une rupture extrêmement importante, et il faut aussi rappeler que la colonisation elle a été à l'origine d'une destruction des écosystèmes. Quand on voit par exemple le développement des cultures de rente, où on rasait des milliers et des milliers de forêts pour pouvoir produire du cacao, pour pouvoir produire de l'arachide au Sénégal, etc. Donc c'est la destruction de l'environnement. Elle précède en fait aujourd'hui, elle précède, je veux dire, elle précède aujourd'hui nos vies quotidiennes. La destruction de l'environnement, c'est pas quelque chose qui vient aujourd'hui avec les tentatives, on va dire, de développement socio-économique des pays africains. Et je pense que ça, il faut qu'on l'ait en tête. Et une fois qu'on a cela en tête, il est important de faire en sorte de s'inspirer en tout cas de ces solutions-là qui préexistaient. Et je pense que l'écologie africaine doit pouvoir tirer en tout cas, tirer des leçons de ces savoirs-là, voir justement comment les réactualiser, comment les valoriser davantage, c'est extrêmement important. L'autre aspect de la modernité de l'écologie africaine, je pense que ça doit être une écologie aussi qui prend racine dans nos pratiques de vie. Il ne sert à rien de s'enfermer dans une sorte d'écologie moralisatrice, imposée d'ailleurs, qui serait même punitive, ne touchez pas aux ressources, alors que l'utilisation des ressources naturelles aujourd'hui, c'est aussi un enjeu de survie pour les communautés locales qui vivent à côté des écosystèmes, qui dépendent de ces écosystèmes-là. Nos économies locales en dépendent, c'est l'agriculture, c'est la pêche, etc. Donc, il faut que les solutions que l'on propose puissent partir de ces pratiques de vie-là. Il faut aussi qu'elles puissent être facilement duplicables, facilement appropriables. Ça ne sert à rien d'emmener un outil qui a été fabriqué à des milliers et des milliers de kilomètres qui, demain, quand il est utilisé, quand on a une petite panne, tout s'arrête, quoi. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples et nous expliquer comment est-ce que justement vous utilisez
ces situations de problème pour fabriquer de la solution qui s'intègre dans un mode de vie durable et qui répond vraiment aux besoins des populations de manière adaptée. Ce qu'on fait, c'est de pouvoir développer des solutions à partir des matériaux locaux qui existent. Je donne un exemple très concret. Au Sénégal, par exemple, l'une des premières causes de la déforestation, c'est le charbon de bois. C'est-à-dire ? C'est le charbon de bois qui est utilisé pour faire la cuisine, etc. Donc si on coupe les arbres justement branches. pour en faire du charbon de bois. Effectivement, il y a d'autres usages comme les meubles, etc. Mais la principale cause de déforestation, c'est pour faire du charbon de bois. Pour préparer, pour cuisiner. Pour cuisiner. Donc on en a besoin. Tous les jours, tout à fait. Donc c'est un enjeu vraiment, c'est un enjeu vital. Et c'est pour ça aussi que je parlais d'écologie moralisatrice tout à l'heure, parce que vous ne pouvez pas dire aux gens, arrêtez de cuisiner, c'est de dire aux gens, arrêtez de manger concrètement. Et donc ce qu'on fait, c'est effectivement, on initie des campagnes de reboisement avec les communautés locales, parce que ça permet aussi de pallier à la déforestation, mais on essaie aussi de prendre le mal à la racine, c'est-à-dire de produire finalement un combustible qui peut se substituer justement au charbon de bois et qui permet à ces communautés locales-là de pouvoir continuer à faire la cuisine tous les jours, parce que c'est un enjeu vital. Et c'est ainsi qu'on a, avec les communautés locales et des gens qui sont dans l'innovation, réfléchi sur du charbon de paille. La paille, c'est quelque chose, c'est de la biomasse en fait qui est disponible à la fin de chaque hivernage, au mois de décembre ou au mois de janvier. Et souvent même, cette paille-là, elle peut être problématique parce qu'elle contribue aux feux de brousse, etc. Et donc, c'est de voir comment récupérer cette paille et d'en faire un combustible, c'est-à-dire d'en faire un charbon qui peut être utilisé au quotidien par ces femmes-là et qui permet en même temps de lutter contre la déforestation. On est dans des formations pratiques pour les femmes et les jeunes qui le souhaitent. Et ça permet une durabilité de ce produit-là. Parce que la matière, elle est là. On est sûr que de la paille, on va en avoir chaque année. Parce que chaque année, il va pleuvoir et il y aura de la paille derrière. Donc, c'est des solutions comme ça, basées sur nos ressources locales, basées sur des formations sur des formations également très très concrètes qui vont permettre que ces solutions-là soient duplicables derrière. Le premier niveau, c'est comment en fait, quand on parle par exemple à une femme qui est dans un village très très reculé, comment on lui parle de la problématique écologique. Il faut absolument en fait remettre cette problématique-là en lien avec ses pratiques de vie, avec ses pratiques quotidiennes. Quand vous lui parlez de changement climatique, d'augmentation des gaz à effet de serre, effectivement, ça va pas lui parler. Quand vous allez lui dire que, vous voyez que la quantité d'huîtres que vous récoltez tous les jours en mer, elle diminue, là, elle va pouvoir vous faire tout un discours sur il y a 10 ans, j'avais 20 kilos par jour, aujourd'hui j'en ai 10. Mon mari qui est pêcheur, il galère aujourd'hui pour avoir des poissons, la pluie, elle est extrêmement perturbée, etc. Donc, il faut ramener ça vraiment à des choses concrètes, des choses basiques de la vie de tous les jours qui parlent à ces communautés locales-là. Mais tant qu'on reste un peu dans les discours, on va dire, très globaux, dans les choses abstraites, ça va être extrêmement compliqué. Et je pense que pendant très longtemps, c'est pour ça aussi que la question écologique, elle avait du mal à émerger dans nos sociétés et même dans d'autres sociétés aussi, parce que on voulait en faire quelque chose de très très élitiste, un truc de scientifique qui ne parle pas forcément aux communautés locales. Et la deuxième chose, c'est de voir comment aussi à partir justement de ces problématiques de vie, de réfléchir sur des solutions qui partent de nos ressources locales, encore une fois, mais qui puissent être mises en œuvre facilement par les communautés locales. Aujourd'hui, on parle beaucoup de géosciences, de capter le CO2, des choses vraiment très, très... des choses très techniques, très scientifiques. Technologiques, en fait. Voilà. Des technologiques high-tech. High-tech qui sont très, très complexes et qui, même si un jour elles sont développées à grande échelle,
je veux dire, ça va contribuer à développer des relations géopolitiques, etc. Il y aura vraiment des enjeux de positionnement entre pays, etc. Donc, dans ce concert-là, je pense qu'il est important pour nous, Africains, de voir comment, à partir des ressources dont nous disposons, de construire des solutions qui sont adaptées. Et encore une fois, la question qui se pose, c'est la question de la durabilité. Comment faire en sorte que ces solutions-là puissent être mises en œuvre dans la durée? Parce que si une solution elle est mise en œuvre pendant un mois, un an, c'est pas ces types de solutions-là en fait qui vont permettre vraiment d'endiguer aujourd'hui la tendance des changements climatiques. Il faut quelque chose de plus durable et pour que ces choses-là soient durables, il faut qu'elles soient faciles à expérimenter, facilement duplicables, facilement appropriables par les communautés locales. Et il faut aussi que ces solutions-là fassent sens pour les populations locales. Justement, un foyer amélioré, c'est un foyer, en fait, c'est un type de fourneau qui est réalisé à partir du banco. Le banco, c'est un mélange d'argile, de bouse et de paille. En fait, donc il y a toute une technologie développée par les femmes qui permettent de construire un foyer un fourneau, à partir de ces matériaux-là. Et cette technologie-là, elle permet derrière de réduire de 50% la consommation de bois ou de charbon de bois. Donc si la femme, elle devait faire, je ne sais pas, 4 heures par semaine pour aller chercher du bois, avec cette technologie-là, elle va faire 2 heures pour aller chercher du bois. Donc vous voyez, le gain de temps aussi, il est extrêmement important. Le coût que représente aussi l'achat du bois de chauffe ou du charbon de paille est aussi important. Et donc ça, c'est une solution qui fait sens pour ces femmes-là. C'est comme quand vous développez aussi toute une chaîne de valeur par rapport à une ressource forestière comme le fruit du baobab ou comme le moringa. Le baobab, par exemple, qui est un arbre emblématique du Sénégal. Traditionnellement, les gens avaient l'habitude de l'utiliser pour faire du jus, etc., de façon très très simple. Aujourd'hui, il y a toute une économie qui se développe, notamment avec les feuilles, avec le fruit, mais aussi avec les graines, par exemple, qui auparavant étaient jetées et n'étaient pas utilisées. Aujourd'hui, ces graines-là sont transformées en huile végétale, vendue en Afrique et ailleurs à des prix très 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 importants. Le moringa, on voyait souvent des arbres de népéda, c'est très connu au Sénégal, mais une fois de temps en temps, on faisait des sauces avec, sans plus quoi. Les graines, personne ne les utilisait. Aujourd'hui, l'huile de moringa est commercialisée à des prix extrêmement élevés à l'étranger. Et donc cet arbre-là qui était banalisé, qui est aujourd'hui considéré comme un arbre de vie par les Anglais, par les Indiens, il y a tout un marché international qui est en train de se développer et qui se développe depuis des années. Et donc, à travers la mise en place d'une chaîne de valeur avec ce produit-là, qu'il s'agisse des feuilles, qu'il s'agisse des graines, des racines, etc., des écorces, pardon, pas des racines, il y a toute une économie qui est en train de se développer. Et en développant cette économie-là, les femmes, elles se rendent compte également de l'importance de cet arbre-là. Non seulement elles ont tendance à plus le protéger, mais elles en plantent également parce qu'elles savent que derrière, ça va leur apporter des revenus supplémentaires. Ça permet en fait de ne plus isoler cette question de l'écologie-là, de la relier à la question économique. Et ça, c'est extrêmement important pour un pays qui est en train de développer davantage son économie. Et d'un autre point de vue, ça permet aussi de réenchasser l'économie dans les pratiques de vie, mais aussi dans l'écologie. Et ça, c'est extrêmement important. Pendant très longtemps,
on a développé des modes de production, des modes de consommation sans pour autant se soucier justement de la préservation de la nature. Et aujourd'hui, je pense qu'on prend un peu le revers de la médaille. D'ailleurs, les changements climatiques, c'est quoi? C'est lié justement à une façon de produire, de consommer longtemps développée par l'Occident et qui a montré aujourd'hui ses limites. Et donc nous, pour ne pas retomber dans ce même gouffre, j'ai envie de dire, il nous faut rompre avec cette vision-là et développer justement des solutions économiques plus respectueuses de la nature, mais qui nous permettent aussi de nous épanouir. Ce n'est pas que ces solutions économiques-là que nous allons développer et qui sont partie intégrante de la protection de la nature, ne sont pas viables forcément économiquement ou ne sont pas durables. Au contraire, le fait de prendre en compte cette dimension écologique-là, ça permet de penser à cette durabilité des systèmes économiques. Quand on associe comme ça écologie et économie, est-ce qu'on n'ouvre pas la porte à des solutions portées par le marché et au fond, tu vois, avec toute la finance verte, etc. En fait, aujourd'hui, en France, en Europe ou dans les économies très capitalistes, c'est complètement un discours qui est investi par un type d'acteurs qui utilise le prétexte écologique pour, au fond, renforcer des dynamiques de marché. Oui, effectivement, c'est vrai que le risque d'associer économie et écologie peut paraître ressembler en tout cas à un peu de greenwashing, mais justement, ça dépend aussi de quel type d'économie. On ne parle pas entre guillemets, de la grande économie portée par les multinationales, on ne parle pas du marché de carbone ou de la compensation, on parle surtout d'une économie locale, portée par des communautés locales, portée par des PME qui justement font attention à ce qu'ils font. Je crois que l'enjeu fondamental, c'est justement de pouvoir développer encore une fois une économie qui est respectueuse de la nature. C'est qu'en fait, la protection de la nature, l'écologie, elle est pensée en amont même de l'activité économique ou au moment même de développer l'activité économique. Ce qui est différent pour les grandes multinationales qui souvent gardent les mêmes modes de production, gardent les mêmes procédés, etc. Et finalement font du RSE par la suite ou vont acheter des crédits carbone pour pouvoir justement compenser les émissions de gaz à effet de serre qu'elles émettent, donc c'est complètement différent en tout cas. Et c'est justement aujourd'hui, je pense, le fait de développer cette économie locale-là, basée sur les ressources naturelles, c'est aussi une aubaine en fait pour ne pas tomber dans la grande industrialisation portée par les multinationales. Au contraire, elle nous sauve en fait de cette économie-là qui a montré ses limites aujourd'hui. Pour terminer, Mariama Diallo, quelle serait au fond cette modernité africaine vers laquelle on pourrait aller ou celle qui se dessine de cette pratique de l'écologie à laquelle vous nous invitez? Alors moi je pense que c'est une modernité qui est quand même fortement ancrée dans son héritage, je dirais, culturel et cultuel. Je parlais tout à l'heure justement de tous ces savoirs-là qui ont été, de tous ces savoirs-là qui existent en fait sur la protection de la nature et qui ont été dévalorisés pour des raisons évoquées également. Le fait de prendre appui sur ces savoirs-là, c'est quelque chose de fondamental. Le fait aussi de les vulgariser, donc je pense qu'il y a un travail de vulgarisation qui est à réaliser tant pour ces savoirs naturalistes-là, mais pour les savoirs aussi qui sont produits, parce qu'on a la chance quand même d'avoir des chercheurs qui produisent énormément de choses sur ces questions-là, qu'il s'agisse sur la question de l'écologie, sur la question de la modernité, sur la question de la décolonisation, etc. Donc il est important de les vulgariser. Et je pense que c'est en les vulgarisant que déjà on va réussir à casser un peu tous ces imaginaires, toutes ces représentations-là qu'on fait de la modernité et
qui donne forcément lieu à une réflexion sur la modernité qui est complètement extravertie et qui ne prend pas, en tout cas, source dans nos racines, dans ce que nous avons de fondamental, mais c'est aussi une modernité qui prend appui, qui prend appui sur ce qu'on a de plus actuel. Il y a énormément d'innovations qui sont en train d'être pratiquées. Je parlais des foyers améliorés, je parlais du charbon de paille. C'est des choses à valoriser, effectivement, à développer davantage pour que ces pratiques-là puissent passer à grande échelle. Merci beaucoup, Mariama. Terminer en parlant de vulgarisation, c'est parfait pour conclure cette série. On espère vraiment qu'elle vous donnera envie de regarder ce qui se passe réellement sur le continent africain. Notre idée, c'était de mettre à disposition une boîte à outils pour comprendre comment s'articule la critique de l'idéologie du développement en prenant des bases historiques et en arrivant vers les réflexions contemporaines qui dépassent le cadre de la dépendance au modèle occidental et qui proposent des futurs pensés par et pour les Africains. Si vous avez aimé cette série, partagez-la massivement. Ça nous a demandé un travail monstre pour aller dans différents pays, réaliser les montages, organiser nos pensées. C'était énorme. Merci à Georges Atino Koulibaly qui a géré la technique et l'organisation des tournages. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette série. Vous retrouverez tous les noms dans le générique. Allez découvrir le podcast Afrotopic. Si ce n'est pas encore fait, vous aurez 1000 pistes de réflexion qui vont s'ouvrir dans vos petites têtes. Et c'est la rentrée. On se retrouve très vite sur Histoire Crépue pour de nouvelles vidéos et des lives. À bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!